Il y a une zone, on ne doit pas tirer avant la zone. Si la balle rebondit hors de la zone, le point il est bon. Et s'il y a quelqu'un qui la rattrape, le point il est pas bon. La règle essentielle, est-ce qu'on a le droit de courir avec la balle? Non. Récapitulatif des règles avant de débuter une partie de tchoukball, un sport créé en Suisse dans les années 70 et proposé en initiation tout l'été sur la plage du Puitouk. On a trouvé ça hyper intéressant dans le sens où c'est un sport collectif qui a la particularité de proposer d'éviter le contact. Tout contact forcément entre les partenaires mais aussi entre les adversaires. Le tchoukball est un savant mélange de volley-ball, de pelote basque et de handball. Le but du jeu est simplement de viser la cible avec le ballon en dehors d'une zone de marque. Ce ballon, pour marquer un point, doit rebondir au sol. Forcément, l'objectif de l'équipe adverse, c'est de le rattraper avant qu'il ne tombe. Donc de s'organiser défensivement et collectivement pour le rattraper. Allez! Ah non! Ça permet aux enfants déjà de bien distinguer les deux phases, la phase offensive et la phase défensive. Dans la phase offensive, on essaie de se démarquer et de se rapprocher de la cible. Dans la phase défensive, on essaie de s'organiser ensemble par la communication pour pouvoir éviter que le ballon tombe. La Fédération internationale de tchoukball compte aujourd'hui 35 pays et risque de s'étendre très rapidement dans les années à venir. Le tchouk, comme on l'appelle familièrement, est basé sur le respect entre les joueurs, des valeurs qui plaisent aux jeunes. C'est qu'en fait, on joue collectif et qu'en fait, il n'y a pas d'embrouille. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui perd, c'est pas grave. Cet été, les stages multisports à Grande-Synthe feront découvrir aux enfants et aux adolescents deux autres sports inédits, le kinball et le torball. Rendez-vous au gymnase Victor Hugo ou sur la plage du Puitouk. Samedi 31 juillet, l'association Côté Quartier organisait l'opération Barbecue en famille au parc de l'Albec. Un barbecue géant pour toutes les familles grand-saintoises. Malheureusement, le beau temps n'était pas au rendez-vous et la pluie a coupé court aux festivités. Les plus courageux sont restés les enfants qui ont profité des jeux gonflables tout l'après-midi. Un deuxième rendez-vous est prévu dans le quartier des Anciens Jardiniers le samedi 14 août de 11h à 17h30. Tout à fait, Angèle, le barbecue du 14 août a bien eu lieu, même s'ils étaient peu nombreux à répondre présents. La bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous dans le quartier des Anciens Jardiniers et il y avait même un invité surprise à cette fête qui, rassurez-vous, est reparti en bonne santé avec son jeune maître. Depuis 5 ans maintenant, le Secours populaire organise le camp des copains du monde avec les éclaireuses et éclaireurs de France. Au total, 80 enfants et 20 encadrants passent leurs vacances à la ferme d'Olé de Gravelines. Cet accueil d'enfants sahraouis a permis de développer d'autres opérations et avec le Secours populaire de trouver cet accord pour accueillir cette année des enfants turcs, polonais, ingouches, géorgiens, arméniens et puis bien sûr sahraouis. Et l'an dernier, c'était des enfants libanais, égyptiens qui étaient là. Chaque année, c'est des nationalités différentes. Parmi eux, des enfants sahraouis. En effet, cela fait 27 ans maintenant que le Secours populaire accueille les enfants réfugiés de Tindouf en Algérie. Nous vivons dans les camps, puisque les soldats marocains occupaient notre pays pendant plus de 35 ans.
Et nous souhaitons que le Maroc sort de notre pays et nous prendre la liberté comme tous les pays, comme tous les peuples et surtout pour les enfants sahraouis qui s'ouvraient dans les camps. Chaque jour, les enfants prennent part à la vie collective du camp, sans oublier les activités de plein air et découvertes de la région. Une véritable bouffée d'air pour ces jeunes venus des 4 coins du monde. Pour des enfants, c'est une très importante expérience pour développer soi-même et apprendre des autres cultures. Et c'est vrai, c'est des activités très importantes pour nous puisque nous vivons dans les camps. Il n'y a pas de violons, il n'y a pas des arbres. Pour nous, comme nous sommes réfugiés et s'ouvrir dans l'Ahmada de Tindouf, c'est un travail très important et très efficace pour nous. Et c'est ça pour l'humanité, pour la solidarité, puisque nous sommes vivants dans un endroit isolé de la monde. Une formidable aventure humaine où ces jeunes dépassent les différences culturelles et la barrière des langues pour apprendre à connaître l'autre. Les 48 premières heures sont toujours un peu compliquées pour les délégations. Il faut que les gens s'apprécient, se rencontrent et se connaissent. Après, l'alchimie mise en place liée Secours Populaire Éclaireurs de France permet à travers ces veillées justement traditionnelles, du chant, du jeu, de l'animation et aussi les repas pris collectivement, enfin tout est collectif. Ce qui fait que 3 jours après, eh bien, on ne sait plus dire s'ils sont turcs, s'ils sont polonais, s'ils sont sahraouis, puisqu'ils jouent ensemble, ils chantent ensemble, ils dorment ensemble et surtout, ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble dans ce grand esprit de fraternité, d'amitié et de paix. Comme chaque année, peu avant la rentrée, le comité des fêtes du quartier du Moulin organisait son traditionnel festival international de cerf-volant, une organisation saintoise qui depuis 10 ans maintenant collabore avec un Belge de Newport, Michel Chantraine. Ce que nous recherchons, c'est la convivialité finalement. Donc on est ici toute une bande de copains qui vont voler nos cerfs-volants et évidemment qui font du spectacle pour les gens qui seront ici tout à l'heure. En fonction bien sûr des conditions météo et de la topographie du terrain. Dimanche, sur la plaine de jeu du Moulin, c'était, disons, mitigé. Un vent un petit peu irrégulier, mais c'est souvent ça dans les vents de terre. Les festivals sur les bords de mer sont plus sympathiques pour ça. C'est des vents beaucoup plus linéaires. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est de prendre l'air et puis de profiter. Profiter et admirer des structures géantes, plus de 25 mètres pour certaines. Pas toujours évident à faire décoller l'opération la plus délicate. Pour cela, les pilotes utilisent un cerf-volant porteur, c'est lui qui maintient la superstructure en l'air. C'est des cerfs-volants qui sont très stables, qui vont être à 50-100 mètres de haut. Et sur la ligne, on pourra accrocher tout plein de petites choses, donc soit des cerfs-volants gonflables comme le Kangoo, soit des petites lignes. La fête à tout vent, c'est le spectacle dans le ciel et pour profiter pleinement du vent, c'est aussi pour les plus jeunes un atelier de construction, un vrai bonheur pour les enfants et les parents. Avant d'aller au stade de Koninck avec la reprise du football en CFA2, un détour du côté du Puy-de-Touques avec le rugby. Samedi, une quarantaine de personnes ont répondu à l'invitation de 2 seniors féminines de l'équipe première olympienne qui organisaient un tournoi mixte pour financer un voyage, un séjour sportif pour les cadettes de l'OGS au Sénégal. En fait, on a un contact avec le responsable de la fédération, le président de la fédération, M. Guédel Ndiaye. Ensuite, on est en contact régulier avec M. Alexis Arnalbas, qui est le coach de l'équipe nationale féminine, là-bas au Sénégal. On a aussi un contact avec le chargé administratif de l'équipe féminine au Sénégal, donc M. Gilles Marchand. Après un premier voyage effectué en juin pour prendre les premiers contacts sur place, il s'agit maintenant de financer l'opération. Plusieurs partenaires se sont déjà prononcés pour ce projet qui a pour objectif de promouvoir le rugby féminin
au Sénégal, mais aussi à Grande-Synthe. C'est dans les deux pays, en fait, d'une part ici au club à l'OGS, parce que en fait, au niveau de l'équipe senior, niveau effectif, on est parfois en difficulté, donc on a décidé de monter une équipe cadette pour justement permettre une relève. Donc on a commencé l'année dernière, on n'a pas pu participer au plateau cadette, mais je pense que cette année, on va pouvoir s'inscrire dans les plateaux cadettes. En attendant les cadettes du 15 Saint-Ouen, ce week-end c'était rugby flag, un dérivé du rugby. La discipline est mixte, mais ici pas de contact et pas de plaquage, du rugby, mais tout doux. Après une série de matchs amicaux convaincants sur le plan offensif, beaucoup moins dans le secteur défensif, les footballeurs de l'OGS entraient de plein pied dans leur nouveau championnat de CFA2. Un championnat à forte connotation régionale puisqu'on y retrouve Dunkerque, Gravelines, Saint-Omer, Hasbrook et Marc en Calaisie. Marc que l'OGS avait battu 3-1 en match de préparation était samedi le premier adversaire des Saintois. Oui, mais bon, c'était un match de préparation, le premier en plus, on a fait tourner beaucoup les effectifs, donc bon, je pense qu'on ne peut pas trop s'appuyer sur ce match. Face à une formation reléguée de CFA, les Olympiens entament la rencontre de façon sérieuse. Ils font jeu égal avec leurs adversaires, mais très vite, on s'aperçoit qu'ils ont deux paramètres à régler. Tout d'abord le placement sur les coups de pied arrêtés, mais surtout le milieu de terrain. Gaetano Muraglia, parti à Dunkerque, Saïd Abache n'a plus son acolyte défensif. L'OGS perd beaucoup de ballons dans l'entrejeu et par deux fois les Marquois s'approchent du but gardé par Thomas Lacheret. L'équipe saintoise est malmenée, mais c'est pourtant elle qui se crée la première grosse occasion du match sur une frappe des 35 mètres de Radouane Baris qui échoue sur la transversale de Kevin Demassio planté sur sa ligne de but. On joue alors la 25e minute de jeu. Néanmoins, Marc conserve une légère domination et sur un corner de Michel de Watine, Jonathan Saint-Maxin oblige Thomas Lacheret à une belle parade. L'OGS souffre mais réagit en fin de mi-temps, tout d'abord sur cette belle action collective où David Némorin a signalé hors-jeu, puis sur cette frappe de Mohamed Bouzidi, l'une des recrues, frappe que Demassio détourne en corner. 0-0 à la pause, à la reprise les deux équipes tardent à retrouver les rythmes. Il faut attendre quasiment l'heure de jeu pour voir une occasion digne de ce nom. Julien Langlais se défait d'Adil Krita pour décocher une frappe puissante détournée par Lacheret. Dans la foulée lancée par Samir Youssouf, David Némorin tente également d'inquiéter le portier adverse mais sans plus de réussite. Pour le reste, ça manque quelque peu de conviction à l'image de ce coup franc sans danger de Gilles Lesage, alors qu'ici la frappe de Dimitri Centrin est repoussée sur la ligne par un défenseur marquois. On se dirige tout doucement vers un partage des points qui, lors d'une journée inaugurale, n'est pas forcément une mauvaise chose pour les deux équipes. Manquant certainement de fraîcheur physique, plus personne ne se livre et les deux formations se neutralisent jusqu'au bout, terminant la rencontre sur un score nul et vierge. Le GS n'a pas pris de but et a engrangé 2 points. Une bonne entrée en matière pour les Olympiens qu'il faudra confirmer dimanche prochain à Bastia. C'est vrai que ça a été un match assez équilibré. C'est un match de début de championnat, on va dire. Les deux équipes se regardaient un peu. C'était un match assez difficile. On a la préparation dans les jambes, donc ça a été un match assez difficile au niveau physique. Ouais, c'est clair qu'on a pris des buts. Ce qui faisait notre force l'année dernière, c'était la qualité défensive de l'équipe. Aujourd'hui, on n'en prend pas. C'est de bonne augure pour la suite. À partir du moment où on ne prend pas de but, on a toutes les chances de gagner. Maintenant, on fait 0-0. On va travailler au niveau offensif et puis on verra bien le prochain match à Bastia déjà.